Bonjour, bienvenue sur les chroniques de Koulsoum. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui l'abbé Prévost, histoire d'une grecque moderne. Certains lycéens sont familiarisés avec Manon Lescaut, l'éponyme du roman, et son cher amoureux des Grieux. L'abbé Prévost, ce qu'il écrit pour les amatrices et amateurs de romance, c'est l'idéal, publié en 1740, un moine qui a lutté pendant très longtemps contre ses passions. Donc il est bon vivant et une écriture romanesque qui porte bien cette sensibilité. Il est porte-parole des passions comme de la morale. Quelque peu escroc, on dit, dans sa vie personnelle, il fait un peu à Robin des Bois. Il écrit des romances qui à l'époque étaient qualifiées de littérature alimentaire. Alors, la grecque moderne serait la transposition des souffrances de la passion que Prévost aurait vécu personnellement. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture, résume vraiment bien ce qu'il y a à l'intérieur. 10 ans après Manon Lescaut, l'abbé Prévost sonde à nouveau les affres de la passion. Au cœur d'un harem de Constantinople, un ancien ambassadeur de France fait la rencontre d'une grecque. Ému par les supplications de la jeune fille, il décide de la libérer et tombe bientôt amoureux d'elle. Mais alors qu'elle ne cesse de repousser ses avances, l'amour tourne à la passion dévorante et entraîne l'ambassadeur dans une spirale destructrice. Qui peut dire si la belle Théophée, dépeinte seulement à travers le regard du narrateur, est une manipulatrice, cupide ou une jeune femme en quête de liberté, entravée par son libérateur. Dans ce récit de passion sublime et insatiable, Prévost poursuit l'exploration de l'inévitable part de subjectivité dans la représentation de l'être aimé et brosse avec virtuosité le tableau tragique de l'échec de la communication. Voilà, et c'est vraiment, ça résume bien ce qui va se passer. Alors, encore une petite lecture, celui de l'incipit. Ne me rendrai-je point suspecte par l'aveu qui va faire mon escorte? Je suis l'amant de la belle grecque dont j'entreprends l'histoire. Qui me croira sincère dans le récit de mes plaisirs ou de mes peines? Qui ne se défiera point de mes descriptions et de mes éloges? Une passion violente ne ferait-elle point changer de nature à tout ce qui va passer par mes yeux ou par mes mains? En un mot, quelle fidélité attendra-t-on d'une plume conduite par l'amour? Voilà les raisons qui doivent tenir un lecteur en garde. Mais s'il est éclairé, il jugera tout d'un coup qu'en les déclarant en cette franchise, j'étais sûr d'en effacer bientôt l'impression pour un autre aveu. J'ai longtemps aimé, je le confesse encore, et peut-être ne suis-je pas aussi libre de ce fatal poison que j'ai réussi à me le persuader. Mais l'amour n'a jamais eu pour moi que des rigueurs. Je n'ai connu ni ses plaisirs, ni même ses illusions, qui dans l'aveuglement où j'étais auraient suffi sans doute pour me tenir lieu d'un bien réel. Je suis un amant rebouté, trahi même, si je dois m'en fier à des apparences dont je n'abandonnerai le jugement à mes lecteurs, estimé néanmoins de ce que j'aimais, écouté comme un père, respecté comme un maître, consulté comme un ami, mais quel prix pour des sentiments tels que les miens? Voilà. Donc vous voyez un peu toutes les questions qui se posaient face à cet amour. La raison qu'il évoque, le respect pour son hôte et la vertu, il va passer outre parce que finalement il va convoiter cet esclave qui appartient à son pacha, et le pacha turc qui l'a invité et qui lui a fait confiance pour lui ouvrir son sérail. Le narrateur diplomate évite de regarder vers le sérail, lieu qui cristallise du monde oriental selon les occidentaux. Le laisse entrer et lui présente ses 22 concubines et lui permet de discuter avec l'une d'elles, la grecque. Il n'y a que 4 qui sont turques, le reste sont des esclaves. Et la grecque est là depuis 6 mois. Quelques jours plus tard, il reçoit une lettre, un billet où elle lui demande de l'aide, de la sortir du sérail. Voilà, je vous laisse lire la suite. À bientôt pour une autre chronique.